Lundi 26 février 2024, retour sur les événements du week-end avec l'UFC, mais aussi le PFL. On verra que Cédric Doumbé, sans avoir combattu ce week-end, vient peut-être de remporter une grande victoire. Ned Diaz qui nous tease un retour à l'UFC. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et pour commencer, honneur à la Big League, honneur à l'UFC et surtout à Brian Ortega qui m'a surpris, je vous l'avais dit la semaine dernière, je pensais pas qu'il allait s'imposer. Je le sentais absent, ça fait des années qu'il est pas très régulier, là il revenait de blessure. Rodriguez au contraire, même s'il était sur une défaite, il a vu sa chance à la ceinture depuis leur dernier combat. Et en plus ça commençait très mal pour Ortega, hein. Dès l'annonce des combattants, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous explique rapidement, Bruce Buffer est au centre de la cage, il annonce les combattants comme il le fait d'habitude, et quand il passe à Ortega, Ortega fait un saut sur place, comme le font beaucoup de combattants, il vient regrouper les genoux au niveau de la poitrine, et quand il retouche le sol, il se tord la cheville. Je me dis là déjà ça commence bien, le combat commence, il prend tout de suite des coups, j'ai l'impression que ça va s'arrêter, très sincèrement, et pourtant Ortega, vous l'avez vu, il résiste, il revient, et il s'impose au 3e round par soumission. Alors en conférence de presse, il l'a dit, j'ai eu très peur pour ma cheville, je me suis senti très bête aussi devant tout le monde de me blesser comme ça, c'est vraiment très bête de toute façon la situation. Dans les premières secondes du combat, du coup j'étais pas trop là mentalement, entre le ring rust, hein, on peut comprendre, faut qu'il retrouve ses marques, plus la cheville, bah voilà, il essayait de voir si ses appuis étaient bons, et il le dit, c'est une erreur, quand tu fais ça face à Rodriguez, lui il saisit la moindre opportunité pour te toucher, mais forcément il est très content, il a aussi dit qu'il sortait d'une période très compliquée mentalement, 4 opérations en un an, il savait pas s'il allait revenir, il s'est posé la question, la division qui continuait à avancer sans lui, donc je pense que c'est une victoire qui lui fait beaucoup de bien mentalement. Il a aussi dit que selon lui, Volkanovski méritait sa ceinture. Tout le monde enterre beaucoup trop vite Volkanovski, il mérite sa chance à la ceinture, en tout cas il mérite son rematch. Maintenant il l'a dit, si Volkanovski ne la veut pas et que moi on me l'offre, je suis prêt à aller en Espagne pour affronter Topuria. Alors très sincèrement, il m'a impressionné Ortega, son sol a été très bon, il a été chirurgical au sol, il a dégagé une impression de puissance. Par contre contre Topuria, je pense que le début de combat, alors là c'était le retour, hein. C'était le retour, peut-être que ça a joué, s'il prend autant de coups contre Topuria, il peut s'écrouler je pense, malgré qu'il ait un gros menton, malgré tout ce qu'on peut dire ça va être très compliqué, et puis Topuria au sol c'est pas n'importe qui, donc moi franchement c'est un combat qui m'intrigue, je mettrais Topuria favori, mais suite à ce que j'ai vu ce week-end, maintenant voilà je me dis que Ortega peut-être peut le faire, mais si je devais parier, je parierais plutôt sur Topuria. Le main event, c'était la bataille des Brandon, comme on dit, Brandon Moreno contre Brandon Royval. Et Royval, moi, j'étais très satisfait de son combat. Je lui reprochais souvent avant, alors je lui reprochais, c'est quelque chose que j'aimais, mais je pensais que ça pouvait lui faire défaut, c'est qu'il est un peu trop foufou. Très imprévisible, mais il envoie des techniques comme ça à la volée. Parfois, on avait l'impression que c'était pas très construit, alors ça pouvait surprendre l'adversaire, forcément. Mais là, il l'a pas fait, je l'ai trouvé très calme, très offensif, très agressif, mais c'était construit, les enchaînements étaient construits, etc. Moreno, il avait l'air un peu absent, lui, alors il y avait peut-être quelque chose, je sais pas, hein, les commentateurs le disaient aussi, il y a peut-être une blessure, quelque chose qu'on sait pas, il a quand même fait un combat, il a quand même fait 5 rounds, il a mis des coups, il en a pris aussi, mais Royval était vraiment au-dessus, puis il a confié lui aussi hein, que suite à sa défaite au mois de décembre contre Pantoja, mentalement ça allait pas, il était pas là, donc quand on lui a proposé la chance pour Moreno, il a dit ouais ça m'a reboosté, Moreno, je sais que c'est un tueur, il y a 5 rounds, si je gagne ce combat, la chance à la ceinture va sûrement se représenter à moi, donc ça m'a remis tout de suite d'équerre, comme on dit. Dans la première minute, lui aussi se blesse, mais lui, dans le combat, il dit « Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai envoyé un kick, et j'ai senti un pop dans mon genou. Je sais pas ce que c'est, ma stratégie, c'était d'envoyer beaucoup les jambes pour gêner les avancées de Moreno. Et là, je me suis dit, oh, c'est pas possible, si je suis blessé, je vais pas pouvoir le faire. Et puis finalement, j'ai vu que ça tenait, je me suis dit, allez, de toute façon, il faut aller au bout du combat. Alors on suit la stratégie. C'est vrai qu'il a dû avoir très peur. Honnêtement, il a dû avoir très peur. À la décision, quand il se retrouve au centre de la cage, il pense avoir gagné, il dit mais je suis pas forcément très lucide, j'ai pris des coups, j'en ai donné, moi je me vois gagnant sur au moins 4 rounds, mais tout peut se passer. Et puis comme les deux s'appellent Brandon, on a vu qu'il y a eu un petit moment de flottement au moment de l'annonce, il a cru qu'il s'était fait voler, il l'a dit, il dit ouais quand j'ai entendu Brandon, je me suis dit oh non c'est pas possible, ils m'ont volé, c'est lui qui gagne, et puis finalement non. Il remporte la victoire. Il se verrait bien combattre au 301, donc très prochainement, au mois de mai. C'est au Brésil, chez Pantoja, celui qui l'a battu au mois de décembre.
Est-ce que l'UFC va lui donner? Écoutez, je lui souhaite. Hein. On a Albazi qui a essayé de se positionner sur le combat. Je rappelle que Albazi, à la base, était censé affronter Moreno. Il s'est blessé, donc c'est Royval qui a pris le combat. Albazi dit ouais, personne ne veut revoir de nouveau une trilogie, donnez-moi le combat. Mais bon, toi, t'étais pas là, t'étais blessé, j'ai rien contre lui, mais ça semble compliqué. C'est vrai que Royval, là, il mérite. Le premier combat était très beau, le deuxième le serait sûrement aussi. Et puis s'il devient champion au 300, il veut défendre à Denver, chez lui, contre n'importe qui, dis-moi, peu importe. Même si le mec, il est classé 10-11, je veux défendre. Et pour se défendre lui face à Albazi, il dit que Albazi ne termine pas ses combats alors que lui est un combattant très spectaculaire. Et ça c'est vrai, Royval, niveau spectacle, il est toujours là. Dans les prélims, on avait notre français Fares Ziam qui a remporté son combat contre Puelles. Combat intelligent, malheureusement il n'a pas trouvé le finish. Il le voulait son premier finish à l'UFC, hein, surtout qu'il dit moi avant l'UFC j'avais beaucoup de KO, mais là à l'UFC ça veut pas venir, c'est comme ça, le plus important c'est la victoire. Je suis content de mon grappling, c'est vrai que contre Puelles, au sol on savait que ça pouvait être très compliqué. Mais il a tenu, il s'est pas fait soumettre, il n'a pas été énormément en danger, un petit peu, mais il a toujours su gérer. Donc forcément, il peut être très content de ce qui s'est passé. Il demande Dan Hooker, il dit que ce serait un combat de striking qui serait très intéressant, parce que là, tous les gars qui l'affrontent essayent de l'amener au sol, donc il y a la menace de la lutte. Il pense que contre Dan Hooker, ce ne serait pas le cas. Donc souhaitons-lui, Dan Hooker, ce serait un très beau cadeau, je crois qu'il est classé 10. Pas sûr que Dan Hooker accepte, hein, surtout qu'on va voir un peu plus loin qu'il a d'autres plans, notre ami néo-zélandais. Il aimerait combattre en Arabie Saoudite, puis à Paris. Je lui souhaite aussi l'Arabie Saoudite, je crois que c'est au mois de juin maintenant si je dis pas de bêtises, mai ou juin. Paris c'est au mois de septembre, donc niveau timing c'est jouable. Et puis il l'a dit aussi, j'ai cru au premier round que j'allais finir, je l'avais bien touché, je l'ai vu s'écrouler. Finalement ça ne s'est pas passé comme ça, mais quand même très satisfait de sa victoire, notre ami Fares Ziam. Dana White, lui, a donné son avis sur les combats de la soirée, forcément, et lui aussi a été très inquiet pour la cheville d'Ortega. Il l'a dit, hein, je pense que là, c'était fini pour lui. Quand je l'ai vu mal retomber, je me suis dit, ça y est, le combat, c'est mort, ça va se terminer au premier round. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Il ne sait pas si Ortega aura sa chance à la ceinture. Je pense qu'il attend de voir ce qui va se passer avec Volkanovski, avec Topuria, avec Sean O'Malley, mais il n'a rien confirmé pour l'instant. On lui a aussi demandé ce qu'il pensait de Cerudo et Ferguson qui ont annoncé que finalement, ils n'étaient pas prêts à prendre leur retraite. Il n'a pas commenté, peu importe, il dit pour l'instant c'est pas le sujet du jour. Il y a un journaliste qui lui a posé une question assez intéressante, il lui dit ouais tu vas faire un gros événement à la Sphère, on sait que l'UFC au mois de septembre, le pay-per-view se passera à la Sphère, ça sera pour l'Independence Day du Mexique, on en avait beaucoup parlé, mais on pensait que ce serait une Fight Night, non ce sera le pay-per-view, et le journaliste il dit ouais puisque c'est pour honorer les Mexicains, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas Canelo en main event, en boxe anglaise? Et là, Dana White, il dit non, mais là, c'est n'importe quoi, ça intéresse personne. Nous, on fait du MMA, on fait pas de la boxe anglaise. Donc voilà, tous ceux qui rêvent d'un combat de boxe anglaise à l'UFC, je pense que ça se fera pas aujourd'hui. Il y a aussi une bagarre dans la foule pendant l'UFC. Dana White, ça a été assez drôle. Il dit moi, ce qui m'a choqué, c'est pas la bagarre, c'est que personne les a séparés. Les agents de sécurité ont attendu que ça se termine, puis quand il y avait des mecs par terre, c'est bon, ça s'est terminé tout seul, ça s'est calmé. Et puis il raconte une anecdote assez drôle sur le Mexique. Il dit qu'il adore ce peuple, qu'il adore la culture du combat. Et en venant à l'arène, il est passé devant un square pour enfants. Et en plein milieu du square, il y avait un ring de boxe. Et il dit voilà, ça résume bien la mentalité mexicaine. Et juste un petit mot pour terminer sur la carte, Raúl Rosas Jr. qui devait combattre, je vous ai fait une vidéo spéciale samedi, j'espère que je vais pas porter la poisse, ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à y aller, c'est une vidéo qui dure 3 minutes, je vous résume la carrière UFC de Rosas, j'espère que je peux vous en apprendre un peu plus sur le personnage. Rosas s'est tombé malade quelques heures avant le combat est reporté à la semaine prochaine, il n'y aura pas besoin de se repeser parce que les deux s'étaient déjà pesés vendredi, donc ça va être un catchweight, espérons que d'ici là personne ne tombe malade, et puis l'ouverture de la main card c'était Torres contre Duncan. Combat de dingue, ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, il y a tout eu, ça a duré moins d'un round, les deux ont été touchés, ça a été une belle guerre, là je peux vous dire que la main card commençait comme il fallait. On a aussi eu ce week-end le PFL et le Bellator, un champion contre champion, une belle carte honnêtement, ça s'est beaucoup enchaîné, la main card a commencé à 21h heure française, il y avait 6 combats, à 23h45 c'était fini. C'était pas chiant, ça s'est enchaîné, l'habillage était beau, la cage était bien décorée, honnêtement c'était un grand show, c'était du haut niveau, et non, ça faisait vraiment pas chaud au rabais. On a eu la belle victoire de Jason Jackson, qui était champion du Bellator. De toute façon, les champions du Bellator, ils ont fait un 5-1. Ils ont remporté 5 combats. Il n'y a que le main event qui a été remporté par le champion du PFL. Et Jason Jackson qui a appelé Cédric Doumbé suite à sa victoire. Alors là, pour Cédric Doumbé, c'est magnifique. Il a même pas à vendre le combat. Jackson, c'était le champion du Bellator. Et là, il devient le champion PFL et Bellator. Même si en face de lui, c'était pas le champion actuel des poids welter. Mais bon, voilà. C'était ce qu'il y avait de mieux à lui mettre en face pour l'instant. Ce serait une très belle opportunité pour Cédric Doumbé qui a sauté sur l'occasion, forcément, et forcément il va dire oui, si son prochain combat peut être pour la ceinture, faut passer Baki, je suis d'accord, mais si après ça tout de suite Jackson, en plus c'est le champion qui te demande, c'est un cadeau en or pour lui,
Et puis dans le main event, Ferreira qui a mis KO Ryan Bader. Donc on sait que maintenant c'est Ferreira qui affrontera Ngannou pour son retour en MMA. C'est beau, franchement ça va être vendeur parce que Ferreira il a gagné en quelques secondes. Hein. Le combat commence, Bader envoie un jab un peu hésitant. Et bah Ferreira il fait pas de détails, il le contre, un direct au visage, Bader s'écroule. Et là il lui saute dessus, c'est une pluie de coups, l'arbitre s'interpose. Ferreira qui remporte le combat rapidement. Ferreira c'est quand même 2 mètres, 120 kg, c'est un sacré bébé. Je peux vous dire que lui et Ngannou dans la cage face à face ça va être impressionnant. On savait pas qui allait affronter Ngannou en MMA, bah finalement Ferreira, je pense que c'est un très bon choix, surtout que Ngannou avait dit qu'il préférait entre Bader et Ferreira affronter Ferreira, parce qu'il y avait une petite inconnue, parce qu'il était plus jeune, plus frais, etc. Donc souhaitons que ce combat se fasse avant la fin de l'année. Je vous disais qu'Henry Cejudo n'était pas prêt à se retirer, bon bah il l'a confirmé. Il peut pas sortir comme ça, il dit je suis loin d'être terminé et il aimerait combattre Brandon Moreno justement à la Sphère au mois de septembre. Les deux sont, alors Moreno il est mexicain, Cejudo il est américain d'origine mexicaine, ça pourrait faire un beau combat. Les deux sont des anciens champions, Cejudo a été champion chez les flyweight, Moreno aussi, ensuite Cejudo a été champion chez les bantamweight. Je pense que pour Moreno ce serait l'occasion de monter en bantam, mais ça fera un beau combat, je pense qu'il va pas y avoir beaucoup besoin d'insister pour que l'UFC fasse ça. Et puis Moreno, c'est pas trop ce que ça va donner, il avait l'air un peu... C'était pas le meilleur des Moreno qu'on a vu samedi soir. Est-ce que c'est la fin pour lui? Je sais pas, il a livré des guerres de 25 minutes, donc forcément ça va peut-être se faire ressentir à un moment. Et puis Albazi, toujours lui, a dit que dans le main event de la soirée, les deux avaient l'air horribles. Faut peut-être pas exagérer. Moreno, c'était pas le Moreno des grands soirs, il était pas horrible non plus. Mais Royval a fait une sacrée performance. Toujours concernant l'UFC du mois de septembre, à la Sphère, Ned Diaz qui nous tweet plus rien à faire de l'UFC 300, je veux être à la Sphère. C'est fou, hein, Masvidal veut revenir, Ned Diaz veut revenir, tous ces gars-là qui ont quitté l'UFC finalement veulent revenir. Et je pense qu'à la Sphère, ça peut être le bon moment pour Ned Diaz, il est d'origine mexicaine lui aussi. Ned Diaz sur une carte, tout le monde va regarder, même si on sait que c'est la fin de Ned Diaz, c'est plus le grand Ned Diaz, mais il sait te vendre le combat, il amène toujours quelque chose. Et puis s'il y a un gros nom en face, pourquoi pas Masvidal, ça ferait plaisir à voir, même si on parle pas des futurs champions de la catégorie, bien sûr. Chimaev, lui, se verrait bien revenir cet été. Il voulait combattre à Abu Dhabi au mois de juin, mais il dit je pense que personne va vouloir me combattre là-bas. On m'avait proposé de combattre à l'UFC 300. J'ai dit peut-être, et puis finalement en parlant avec mon manager et avec ma famille, je me suis rendu compte que c'était trop près du Ramadan. Donc on va faire le Ramadan, on va se remettre en forme, on va faire un camp d'entraînement et on reviendra très sûrement cet été. Et je suis prêt à prendre n'importe qui. Donc on espère revoir Chimaev. On l'a vu au mois d'octobre, ça commence à faire long quand même. Dan Hooker, justement, que le français Faresiam voudrait bien affronter, lui, il a plutôt le regard porté sur Rafael Fiziev ou Renato Moicano. On peut pas lui en vouloir, ça fait du sens vis-à-vis du classement. Un combat contre Moicano, ça serait cool. Fiziev est blessé, on l'a dit l'autre jour, on sait pas trop quand il va revenir. Donc pourquoi pas un Hooker Moicano, ça peut être un très beau combat. Toujours dans les combats boxe anglaise contre UFC, un peu sorti de nulle part, Ryan Garcia qui dit je combattrai Sean O'Malley si Dana White est prêt à me payer. Alors Sean O'Malley forcément a sauté sur l'occasion en disant allez vas-y c'est parti on le fait. Je sais pas, suite à ce qu'a dit Dana White, je pense que ce qui pose problème à l'UFC là-dedans encore une fois c'est la répartition des revenus. Et je pense pas qu'on va voir ce combat prochainement, surtout que O'Malley n'est pas encore assez gros pour que Dana White l'autorise à mon avis à faire ce qu'il avait fait avec Conor McGregor. Le week-end prochain, c'est le retour de Umar Nurmagomedov. Ça fait plus de 400 jours qu'on ne l'a pas vu dans la cage. Et il affronte un prospect, un nouveau venu, Beksat Almakan. Et la cote est terrible, hein, puisque Umar Nurmagomedov est favori à moins 1200. Ça veut dire que si vous voulez gagner 100 $, il faut parier 1200 $. Et son adversaire, il a plus 700. Donc lui, en revanche, vous mettez 100 $ et vous pouvez repartir avec 700. C'est vrai que son adversaire, personne ne le connaît, c'est un nouveau venu. Mais apparemment, c'est une galère pour le management de Nurmagomedov pour lui trouver un adversaire. Alors ils ont pris qui ils ont pu. Écoutez, je vous propose tout de suite de passer à la Minute Auditeur. Avant de commencer la Minute Auditeur, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça vous coûte 0, c'est votre bonne action de la journée. Et moi forcément, ça me soutient beaucoup. Je commence avec Vincente Mata qui me dit « Je pensais qu'O'Malley allait éviter Merab sur un 5 rounds. Ça craint velu pour Sean. Merab c'est pas le moment de perdre le gars et je pense à son prime, mais content qu'il ait enfin sa chance pour la ceinture. » Et bah oui, moi aussi je suis content, si Merab a vraiment sa chance, c'est mérité de sa part. Et puis je suis content que O'Malley soit dans sa catégorie et qu'il défende. Et là on va le voir encore une fois contre un lutteur. Contre Sterling ça s'est bien passé, est-ce que c'était juste un coup d'éclat? Là s'il bat Merab, qu'il le met KO, on pourra dire ok, Sean O'Malley c'est un striker, mais contre les lutteurs, il sait s'y prendre.
Ensuite, j'ai Cyril Stut qui me dit pour l'UFC 200, j'étais au milieu de la salle et ça m'avait coûté 700 $. Et franchement, la carte, c'était autre chose. Et PS, merci John Jones, forcément, c'est ironique, parce que je parlais des prix des places pour l'UFC 300 qui avait été dévoilé. Franchement, l'UFC 200, ça doit être un sacré souvenir. Je pense que tu vas t'en rappeler pendant un bon moment. Et ouais, la carte était belle, il y avait du gros nom, c'était quelque chose. Malheureusement, John Jones qui vous avait fait faux bond au dernier moment, je peux comprendre que tu l'avais en travers de la gorge. Ensuite, j'ai Geomania qui me dit « Salut, que penses-tu du PFL ?» Moi, perso, j'ai énormément de mal avec leur tournoi où il y a ceux éliminés au premier tour qui se retrouvent en demi, car forcément, il y en a qui se pètent et puis aucun classement net dans les KT. C'est un énorme fouillis incompréhensible, ils ne concurrenceront jamais l'UFC dans cet état. Alors, le show juste qu'ils ont mis samedi soir, moi j'ai beaucoup aimé, mais je suis d'accord avec toi que les règles, s'ils veulent devenir un show mainstream, il faut que les règles soient claires. Il faut qu'au début du show et toute la semaine, ils martèlent, ça c'est une demi-finale, ça c'est un quart de finale, ça c'est une saison régulière, lui il a battu lui, tu vois, il faut qu'on comprenne. Parce que ok, regarder des combats comme ça c'est bien, mais quand t'as une saison régulière, quand t'as un tournoi, ça ajoute du piment. Moi je suis pour, j'aime beaucoup la formule, mais il faut que ce soit clair, faut pas que ce soit le bordel, et je pense qu'ils auront beaucoup à y gagner en faisant ça. Ensuite, on a Akun qui me dit « Penses-tu que si Poatan expédie Hill rapidement et qu'il défend sa ceinture au 301, probablement contre Ankalaev, est-ce que ce dernier peut être champion? Moi, perso, j'y crois pas. Ce serait un match-up compliqué pour Pereira plus que pour Jamal Hill. » Alors, c'est vrai que Pereira gagner à l'UFC 300, retourner à l'UFC 301, déjà, c'est dur. Mais si en plus, il revient contre Ankalaev qui est capable de lutter, qui lutte très bien, ça va être compliqué. Maintenant, ce que je te dis, c'est que Ankalaev aussi, c'est un bon lutteur, mais des fois, on a l'impression qu'il se rend pas compte. Il reste beaucoup debout, il passe beaucoup de temps debout, et contre Pereira, il suffit pas de longtemps pour qu'il te mette KO. Donc, si le combat a lieu, Ankalaev a tout intérêt à rapidement aller chercher le sol. Et après, Pereira, sur un crochet, il peut éteindre n'importe qui, mais je suis d'accord que ce serait très compliqué. Se retrouver au sol contre Ankalaev, je pense que ce serait une galère pour lui. Et oui, je pense que Jamal Hill avait un peu plus les armes, aurait un peu plus les armes pour concurrencer Ankalaev, mais je sais pas du tout ce que donnerait ce combat. Ensuite, on a Rodrigo Jubin qui me dit « Je trouve que O'Malley se projette trop, il parle déjà de Merab et Topuria comme si Vera n'existait pas, alors que ça peut être un match-up piège. » Bah ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois mal O'Malley éteindre Vera. Après, j'aimerais voir s'il a le cardio nécessaire pour tenir 5 rounds avec Vera, car Vera, lui, là, et plus le combat va avancer, plus il sera à l'aise. En plus, il a des sales kicks et on sait que O'Malley est fragile physiquement. Et puis il a l'avantage psychologique, et si O'Malley a du mal debout, je le vois pas capable de dominer Vera au sol à la manière d'un Cory Sandhagen. Ouais, ça c'est vrai. Si ça se passe mal debout, je pense pas qu'O'Malley ait les mêmes armes que Sandhagen pour dominer le combat au sol. Maintenant, il peut nous faire mentir, il peut nous surprendre. Et après, ouais, j'espère qu'il voit pas trop loin, mais je pense pas. Je pense qu'O'Malley, il est très focus sur son combat contre Vera. Après, il a le sens du show, il a le sens du business, donc forcément, il parle de la suite. Mais je pense que mentalement, il est bien sur Vera, et ça va être un combat compliqué. Vera, il monte en puissance au fur et à mesure du combat. Donc non, là, c'est un vrai adversaire qu'il a en face de lui, et j'espère qu'il a les idées bien claires. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Samedi, j'ai sorti une vidéo un peu spéciale où je vous retrace la vie pas la vie, mais la carrière UFC d'un combattant. C'est TNSN, l'auditeur qui m'avait conseillé de faire ça. Il m'a dit ouais, je pense que ça peut marcher. Donc écoutez, je l'ai sorti un samedi sans prévenir personne, elle dure que 3 minutes. Je pense qu'il y a des choses à apprendre, donc peut-être que par la suite je vous en ferai d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse, je vois que ça a plu dans les commentaires, donc pourquoi pas. Et puis sinon, je vous dis à demain 17 h, passez une bonne soirée, salut.